déjà merci aux AFC de m'accueillir. On a pu travailler un petit peu ce sujet ensemble. Et pourquoi on va travailler ce soir motivation et estime de soi? Parce que, évidemment, ça nous concerne tous, mais la question c'est de se poser aujourd'hui, de savoir est-ce que nos adolescents ont la même motivation, la même estime d'eux que nous, on l'a adultes. Les histoires que j'entends souvent, c'est hyper compliqué en tant qu'adulte, en tant que parent, de motiver son enfant pour que ce soit pour travailler, pour faire une activité, pour bouger. Il va préférer plutôt être sur le canapé ou au contraire. Alors les écrans, évidemment, c'est quelque chose dont on parle assez souvent, alors que les parents ont envie de faire grandir leur enfant, de pouvoir voir des belles choses, des découvertes, des activités communes. Donc pourquoi il y a a priori ce paradoxe entre des motivations d'ados et des motivations de parents? C'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. On va parler très concrètement de pièges, de pratiques, de pièges à éviter, de pratiques. Donc on va essayer de mêler motivation à estime de soi, parce que c'est quelque chose qui me semble assez indispensable dans la progression d'un adolescent et dans son passage du monde de l'enfance vers le monde adulte. C'est vraiment cette transition-là dont on va parler. Et donc voilà, donc on va essayer de parler de tout ça. Alors bien sûr, on va regarder, comme je vous l'ai dit, les pratiques, des clés. Et puis autour de tout ça, j'essaierai de faire quelque chose d'un peu ludique. On va parler d'Astérix le Gaulois, on va parler d'un billet de 20 €. Alors, la motivation, c'est un vrai moteur dont on a besoin pour agir. Ça, c'est relativement évident, mais on a tous besoin d'être motivés. Et généralement, on se dit, qu'est-ce qui fait qu'on va se lever le matin pour pouvoir faire telle ou telle activité? Parfois même, on se lève le matin pour faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément, mais pour lequel on a éventuellement une motivation ultime. C'est-à-dire on peut éventuellement, si on a envie d'avoir un métier comme d'être pilote de ligne, mais on n'aime pas trop les maths, et pourtant, ça va être un mal nécessaire. Il va falloir se motiver pour apprendre certaines notions de mathématiques, pour atteindre son objectif derrière. On parlait des projets. Voilà quelque chose qui est intéressant, puisque le projet a une date qui est fixée à un moment donné. Il y a bien une date butoir, et donc la motivation va nous permettre d'être un moteur pour pouvoir agir d'une manière ou d'une autre. Je vais commencer par vous donner 3 erreurs à éviter quand on parle de motivation. La première erreur, elle peut être toute simple, mais en fait, elle est assez importante. C'est bien sûr de ne pas se tromper de motivation. Vous allez voir après pourquoi je vous dis ça. Si jamais votre adolescent, par exemple, ou nous-mêmes, nous avions envie de conduire, est-ce que nous avions envie d'avoir le permis? Est-ce que c'était juste pour apprendre à conduire? Est-ce que c'est la motivation d'apprendre à conduire? En fait, en réalité, non. Apprendre à conduire, c'est un moyen, mais derrière, il y a une vraie motivation qui est plus forte que ça, qui va être la liberté, une envie d'indépendance, d'autonomie. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que si on se trompe de motivation, c'est un des meilleurs moyens de se décourager derrière, ou de se tromper éventuellement, soit de projet, soit d'objectif, quand on veut le fixer. Alors évidemment, comment on va faire pour éviter de se tromper de motivation? Eh bien, le meilleur moyen, c'est de les connaître complètement. Il y a 15 sources de motivation qui existent. Si vous en voyez d'autres qui sont en dehors de cette liste-là, a priori, il y a de grandes chances qu'on puisse les rejoindre dans une de ces 15 sources-là. Donc typiquement, moi ce soir, qu'est-ce qui me motivait pour venir vous voir, me lever ce matin, prendre le temps, et même un peu de stress vis-à-vis de vous par rapport à ce que je vais pouvoir vous dire, de ce qu'on va pouvoir échanger. Qu'est-ce qui me motivait particulièrement pour pouvoir venir et discuter avec vous ce soir? Typiquement, moi, ce soir, c'est vraiment l'utilité. J'avais vraiment à cœur, ma vraie motivation, c'était une notion d'utilité, de me dire, je vais essayer de partager des informations avec vous pour qu'elles puissent vous être utiles et que ça puisse répondre à une attente que vous aviez. D'où le fait que je vous ai posé des questions, des attentes pour ne pas les décevoir et vraiment y répondre. Si c'était juste pour venir et pour juste me faire connaître, bon, en fait, c'est pas une vraie motivation, ça. Ça cache généralement autre chose de plus profond. Et donc, une des clés, une erreur à éviter, c'est de se tromper de motivation. Donc, d'une manière générale, quand vous avez un projet, quand vous avez une idée, l'idée c'est toujours de vous poser la question en vous disant « Pourquoi je fais ça ?» Là, ça va revenir souvent, le mot « pourquoi ». Pourquoi je fais ça? Et en fonction de votre réflexion, l'idée c'est de retrouver votre motivation parmi ces 15 sources que vous avez là. Là, vous avez les sources profondes qui vont animer l'être humain pour vraiment agir et souvent se dépasser.
aller plus loin. Je parlais tout à l'heure de liberté et d'autonomie pour un adolescent qui a envie de passer le permis de conduire. Et ben, c'est ça qui va éventuellement lui permettre de casser son stress de devoir être dans une voiture, de devoir ressentir du danger vis-à-vis du fait de conduire avec d'autres personnes dans un environnement qui n'est pas simple, qu'on ne connaît pas. Et ben, grâce à cette motivation profonde, ça va lui permettre de passer le pas pour aller dans l'auto-école et puis se mettre au volant d'une voiture alors qu'il ne sait pas encore comment il va freiner, comment il va conduire, comment il va accélérer et quelle source de danger il va pouvoir recevoir. Le cerveau déteste l'incertitude d'une manière générale. D'un point de vue neuroscientifique, c'est quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Donc il va falloir qu'il se rassure par une motivation vraiment profonde pour l'animer, pour lui permettre d'avancer. Une deuxième erreur à éviter, c'est se fixer des objectifs inatteignables. On peut avoir une forte motivation, c'est très bien, ça peut même avoir l'idée d'avoir une vision, ça c'est une très bonne chose. Mais si vous vous fixez évidemment des objectifs qui sont complètement inatteignables, eh ben vous allez être énormément démotivé pour le coup. La démotivation va être contre-productive parce qu'elle va vraiment vous essouffler et vous empêcher de faire ce que vous voulez. Vous voyez, avec l'échelle, on ne peut pas forcément atteindre les nuages. Et donc, il est vraiment important, après avoir bien conscience de la motivation profonde, et on verra tout à l'heure comment la trouver, d'éviter le fait d'avoir des objectifs trop inatteignables. Donc pour ça, typiquement, le parent, l'adulte, va pouvoir aider l'adolescent qui va, dans ce cas-là, par rapport à ses propres motivations, qui va pouvoir l'aider à atteindre, dans ce cas-là, son objectif. Un enfant qui est très... J'en ai eu un que j'ai accompagné cet après-midi, il est vraiment très intéressé pour... je ne me souviens plus quel était le métier qu'il voulait faire. En tout cas, c'était un métier qui demandait... Je crois que c'était médecin. En fait, c'était médecin, mais il est en 3e, et ses notes sont un petit peu limites, et il se demande si vraiment il va pouvoir atteindre cet objectif. Mais le soin aux autres, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de sa motivation profonde. Vous voyez, l'utilité, on retrouvait une vraie motivation. Et bien grâce à ça, on va mettre en place avec ses parents des outils et un accompagnement pour lui permettre soit de se rendre compte que l'objectif est inatteignable, que c'est peut-être un fantasme, donc ça on va discerner avec lui, mais si c'est vraiment quelque chose qui lui est profond, rien ne lui est impossible. Donc on va mettre en place des techniques d'apprentissage, on va mettre en place tout un tas d'aides qui vont lui permettre d'atteindre l'objectif qu'il a, et donc c'est en tout cas par sa motivation profonde de départ que des parents, des accompagnants, des professeurs, ou dans le cadre de ses études, des professeurs vont pouvoir l'aider à atteindre cet objectif. Donc vérifier qu'il est inatteignable, c'est une bonne chose, mais la motivation profonde nous permet vraiment de faire des choses qu'on pensait complètement impossibles. Il y a pas mal de phrases où on dit souvent, voilà, à ceux qui pensent que c'est impossible, merci de laisser les autres essayer. Et voilà, et c'est un petit peu l'idée aussi. Mais on va voir qu'est-ce que c'est que cet objectif inatteignable et comment on fait justement pour pouvoir trouver des objectifs qui nous permettent d'atteindre notre but. Et la troisième erreur à éviter, c'est d'avoir des motivations négatives. Vous connaissez bien l'expression la carotte et le bâton. Voilà. Vous avez deux genres de motivation. Les motivations bien sûr positives, on les a vues tout à l'heure, c'est les 15 sources qu'on a vues, et les motivations négatives qui, elles, sont genre le mal nécessaire. Donc ça peut marcher un temps, mais ça n'est pas pérenne. C'est pas ça qui va produire dans le cerveau les hormones nécessaires au bien-être et à la vraie motivation pour se dépasser. Le bâton n'a jamais permis de réaliser des choses essentielles en ne se focalisant que sur des motivations négatives. Genre, je veux faire ci parce que de toute façon, je vois pas comment faire autrement, je sais pas comment j'ai envie de faire, mais voilà, si je le fais pas, ça va être plus difficile. Ce sont des motivations que le cerveau n'aime pas beaucoup. La négation est quelque chose qui est assez mal reçu par le cerveau. Si je vous dis par exemple de faire bien attention, de ne pas penser à une voiture verte. Il n'y en a pas un qui n'a pas pensé à une voiture verte. Moi, le premier, j'ai pensé à une voiture verte. Voilà, donc ces informations négatives, le cerveau n'aime pas ça. Et donc, il va plutôt être lancé et avoir de l'énergie et dépenser un maximum d'énergie pour des motivations positives, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont l'utilité, on a vu la liberté, le dépassement de soi, le développement de soi,
plutôt que le bâton en disant bah, si tu fais pas ça, ça se passera pas bien, ça marchera pas. Voilà, 3 erreurs à mon sens. Alors il y en a d'autres, hein. On voit ce soir un petit peu le haut de l'iceberg, mais en tout cas c'est 3 erreurs qui me semblent importantes de pouvoir vous indiquer pour parler de motivation. Et là on rejoint aussi bien la motivation de l'adulte que celui de l'adolescent. Alors pourquoi c'est particulier pour un adolescent? Parce qu'en fait, à un moment donné, à la fin de l'enfance et au début de l'adolescence, le cerveau fait une sorte d'élagage, il enlève tout un tas d'informations et il repart comme si c'était une bibliothèque vide pour se préparer au monde adulte. Et son seul intérêt, c'est de survivre, et pour ça, il a besoin d'apprendre. Et pour apprendre, il va progresser. Ça lui sert à ça. Dans l'enfance, il a appris tout un tas de choses moteurs qui vont rester, mais tout le reste, il va s'en débarrasser d'une certaine manière pour pouvoir se former au monde adulte. C'est pour ça que de temps en temps, c'est difficile pour lui d'exprimer ce qu'il sent, ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. C'est pour ça qu'on peut le trouver un peu gauche, c'est pour ça que parfois il a du mal à s'exprimer, il est souvent très fatigué. Hein, bien sûr, il y a la période de croissance elle-même, mais c'est valable aussi bien pour son corps que pour son cerveau, qui même s'il représente 2% de notre capacité, enfin de notre poids, il dépense 20% de notre énergie. Et à ce moment-là, l'adolescent a son cerveau qui va commencer à se former, à former sa vitesse de pensée, tout ça, ça va se faire petit à petit. En gros, c'est de 12 ans, 13 ans jusqu'à 25 ans. Et l'enfant, pendant ce temps-là, l'adolescent, n'est qu'émotion. Donc, si vous voulez motiver votre enfant, un enfant, il va falloir le faire par le biais de son émotion. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre enfant le matin ou le soir, c'est lui dire « Ah bonjour, comment tu vas? Qu'est-ce que tu ressens ?» Ce sera bien plus facile pour lui que d'intellectualiser les choses. C'est la grande différence avec l'adulte qui, lui, ça y est, en fait, pendant son adolescence, son processus s'est formé, sa vitesse de pensée s'est formée, son cerveau, notamment la partie préfrontale qui concerne tout son raisonnement, sa prise de recul, elle est faite. Et donc c'est pour ça qu'il y a confrontation souvent entre le cerveau de l'adulte, sa capacité à raisonner, et l'adolescent, pour lequel c'est en cours d'apprentissage. Et ça viendra quasiment en dernier. Voilà. D'où le fait que la motivation pour un adolescent ne va pas se vivre de la même manière que pour un adulte, avec justement cette capacité de raisonnement dont on parlait. Alors, on va parler, maintenant qu'on a vu les erreurs à éviter, je vous propose de voir quelques pratiques simples pour pouvoir apprendre à bien connaître sa motivation. La technique très simple, je vous ai dit le pourquoi, ça s'appelle la technique des 5 pourquoi. Si jamais votre adolescent, ou même nous-mêmes, on se pose la question d'un projet, on l'avait dit, d'une idée que l'on a, ce qui est important, c'est de se dire pourquoi tu veux faire ce projet-là. Et donc là, on va déjà dégrossir un peu ce qui va se passer. Pourquoi tu veux faire études de médecine? Pourquoi? Parce que je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre, parce que j'ai des bonnes notes, voilà, et puis j'aime bien la biologie, et puis voilà. Ah oui, mais pourquoi tu aimes bien la biologie? Ah, mais j'aime bien la biologie parce qu'en fait, moi j'aime bien comprendre le vivant, j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent et tout ça. Ah oui, mais pourquoi tu aimes bien? Vous voyez? Et avec ces 5 pourquoi, on arrivera certainement, peut-être même avant les 5, hein, mais en tout cas le 5 nous permet d'arriver certainement à la motivation profonde qu'on a vue tout à l'heure. Et là, on tient la motivation qui va permettre à l'enfant d'être le moteur pour réaliser ses projets. D'accord? On part de l'idée. Donc cette technique des 5 pourquoi, elle est assez imparable. Alors parfois, au bout du 2e ou du 3e pourquoi, ça y est, on a déjà la motivation, parce que l'enfant sait assez bien ce qu'il veut, et donc on va obtenir notre réponse. Et au bout du 5 pourquoi, si jamais on ne le sait pas, c'est que le problème a été mal posé au départ, et dans ce cas-là, il va falloir pouvoir l'aider. Ainsi, au bout du 2e ou 3e pourquoi, on retrouve la réponse de la même manière, c'est qu'a priori, on a déjà atteint la motivation profonde. Et quand on l'a identifié, là, vous tenez vraiment un vrai moteur pour trouver votre bonne motivation. L'autre chose, je vous parlais d'objectifs tout à l'heure, de ne pas se tromper de motivation et d'éviter les objectifs inatteignables. Et bien l'idée, c'est d'avoir des objectifs qu'on appelle SMART. Alors, c'est un acronyme. Hop là. Et je vais vous dire, tout simplement, il y en a beaucoup certainement qui savent déjà ce que ça veut dire.
On va essayer de le reprendre ensemble. Alors, des objectifs SMART, pour que ça fonctionne bien, ce sont, je vais marquer ici. Ce sont des objectifs qui sont spécifiques. L'idée d'une idée, d'un projet, peut être quelque chose de global, mais quand vous avez des objectifs, il doit être spécifique. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit, c'est quoi mon objectif ? Ouais, ben c'est de réussir dans la vie. Non, là, c'est trop vague. Donc il va falloir vraiment dire qu'est-ce que ça veut dire réussir dans la vie, et on va lui poser pourquoi. Et donc là, l'idée, c'est d'obtenir un objectif bien spécifique. Il doit être bien précis dans sa formalisation. Ensuite, le M, c'est pour mesurable. Un des problèmes de l'objectif inatteignable, c'est que la plupart du temps, il n'est pas du tout mesurable. Et donc, mesurable, ça veut dire comment je vais pouvoir m'assurer que l'objectif est atteint ou pas. D'accord ? Bien sûr, mesurable, c'est une bonne chose, mais évidemment, tout à l'heure, je vous ai dit objectif inatteignable. Donc là, le A, ça pourrait être pour atteignable, mais si on se fixe un objectif tout simple, bah, en fait, il est vite atteignable. Voilà. Si l'idée, c'est en 1 heure d'essayer d'apprendre la table des 2, bon, c'est assez facile, ça ne pose pas de problème. Donc l'idée, c'est que ce soit plutôt ambitieux. C'est vraiment la différence entre le côté trop facile et le côté complètement inatteignable. Hein, il faut qu'il soit ambitieux, donc avec quand même un certain défi, notion de challenge, pour pouvoir être justement motivé pour pouvoir l'atteindre. On sait bien que si on a un petit peu d'effort que l'on met dans notre objectif, ben on est content, notre cerveau va aimer d'avoir relevé ce défi. Le R, c'est pour réaliste. Voilà. Moi, l'année prochaine, j'ai envie d'être pilote de ligne. Ouais, ok, bon, alors, on va recadrer un peu les choses. Ça va être un peu compliqué de pouvoir piloter un avion l'année prochaine. Donc, bien regarder le côté réaliste. Là, pour le coup, c'est vraiment l'adulte qui va pouvoir, le parent, qui va pouvoir aider à permettre à l'enfant de se rendre compte de si son objectif ou son projet, justement, il est réaliste. Et si c'est le cas, l'idée, c'est pas forcément de lui dire tout de suite, bah non, il n'est pas réaliste, ou il l'est. C'est justement de l'aider grâce au côté parent-nourricier que nous avons, de pouvoir lui dire pourquoi tu penses ça, comment tu penses qu'en 1 an on va pouvoir faire, on va se renseigner pour voir comment on peut faire, pour que lui-même puisse se rendre compte que c'est compliqué, peut-être qu'il va falloir 2 ans ou 3 ans ou des études, et ainsi de suite en fonction de son projet. D'accord ? Mais évidemment, il faut qu'il soit réaliste. Un des côtés très importants, oui ? Juste par rapport au côté réaliste, souvent je pense qu'on peut casser un enfant en projetant ses propres peurs et le casser dans un rêve. Justement, enfin, faire attention à ce côté-là en tant que parent. Vous avez tout à fait raison. Parce que c'est vraiment important. Aussi bien, un parent, c'est quand même un accompagnateur qui va venir accompagner son enfant, encore une fois, pour le faire grandir pendant son enfance, et ensuite le faire grandir pour lui faire atteindre le monde adulte. Et dans cette période de l'adolescence, l'enfant, et c'est pour ça que le cerveau d'ailleurs évolue, je vous parlais de l'élagage synaptique qui avait lieu tout à l'heure, c'est parce que l'enfant a besoin d'apprendre par ses propres moyens, et alors que l'enfance, il a besoin d'être protégé. Avant son adolescence, il a besoin d'être protégé, il a besoin de règles, de valeurs, il ne se pose pas forcément beaucoup de questions, il a besoin d'apprendre énormément de choses, et le côté réflexion vient pendant l'adolescence. Et donc, si vous dites à un enfant de 4 ans, de 5 ans, bah non, c'est pas possible, ou oui, c'est possible, ça lui convient très bien, il ne va pas généralement chercher plus loin. Mais c'est après, à partir de l'âge de raison, et surtout au moment de l'adolescence, qu'il a besoin de se confronter à ça. Donc souvent, l'adolescence est un moment où le parent devient plus nourricier qu'il ne devient normatif. C'est le moment pour aider l'enfant à grandir. Donc oui, vous avez tout à fait raison, sinon ça risque d'être cassant, ou même l'enfant risque de ne pas apprendre par lui-même. Or, il a besoin, le cerveau a besoin d'apprendre. Il y a un gros mot qu'on dit souvent qui sont l'échec. Et en fait, l'échec est un escalier qui nous permet d'aller fatalement au succès. Ou en tout cas, de tirer une leçon de quelque chose. Le pire des échecs, c'est de ne tirer aucune leçon. Et donc c'est important que l'adolescent puisse se confronter lui-même à la réalité, par lui-même, mais par un accompagnement, je dirais, bienveillant, de la part de son parent, de la part de ses professeurs, de la part de toutes les formes d'autorité qu'il peut avoir autour de lui. C'est vraiment ce moment important. Donc oui, attention à ne pas être cassant, de dire non, l'adolescent n'a pas besoin de ça. Surtout, n'oubliez pas qu'il est qu'émotion, dans ce cas-là, il va réagir d'une manière très émotionnelle. Un aspect très important pour un objectif, il doit avoir une durée. Donc le T, c'est pour temporel. Un objectif qui n'a pas
Une durée définie, ça s'appelle juste une idée. Très bien, j'ai une idée, c'est super, mais l'objectif doit absolument avoir un temps. Il faut savoir à l'instant T que vous avez défini, est-ce que mon objectif est atteint ou pas? S'il est atteint, génial, on va s'en fixer un autre, et on va comme ça continuer, grâce à notre motivation, on va continuer à grandir. Et si ce n'est pas le cas, il faut que notre objectif soit évolutif. C'est très bien de pouvoir prévoir, ça c'est parfait, mais il faut savoir aussi improviser. Et en l'occurrence, le côté évolutif nous permet de faire évoluer notre objectif. Si à l'instant T il n'est pas atteint, il faut se poser la question du pourquoi. Et ensuite, on va le faire évoluer pour se donner un peu plus de marge, se faire aider, se faire accompagner, pour pouvoir voilà, faire un projet en commun. En tout cas, le faire évoluer. Il faut savoir le faire évoluer pour se redonner un autre objectif temporel. Donc une pratique très simple, hein, on l'a vu, la technique des 5 pourquoi, et surtout avoir des objectifs qui sont bien définis. Et que ce soit pour nous-mêmes ou que ce soit vis-à-vis de nos jeunes, c'est important de pouvoir les accompagner et de pouvoir leur dire, bah voilà, ton objectif c'est super, est-ce que ça répond à toutes ces cases-là? Et là, vous avez un rôle d'accompagnant vis-à-vis d'eux pour leur permettre de trouver la bonne motivation. On l'a vu, la bonne motivation tout à l'heure. Là, c'est le moyen de pouvoir y arriver. On fait la différence entre motivation et objectif. Et puis, une troisième pratique très simple, un plat. C'est de célébrer toutes les victoires et les progressions qui sont réalisées. C'est hyper important, on en a besoin, même nous, adultes. L'enfant en a besoin, l'adolescent, c'est absolument nécessaire qu'il puisse progresser. Il a besoin... Alors, vous voyez, hein, le corps réagit beaucoup avec tout un tas d'hormones. Et là, il y a l'hormone de la dopamine, hein, que vous connaissez, le nom, on l'entend assez souvent, qui a besoin pour un adolescent d'être déployé, d'être diffusé. Et donc, célébrer les victoires et les progressions, c'est hyper motivant. On parlait de côté cassant tout à l'heure. Et bien là, c'est le meilleur moyen de pouvoir donner ce qu'on appelle l'effet Pygmalion pour l'enfant, de dire voilà, tu as réussi ça, c'est super. Peut-être qu'on n'a peut-être pas encore atteint l'objectif, la fin du projet, tout ça, mais tu as progressé et ça c'est magnifique. Je vous parlais du médecin, du jeune qui voulait être médecin tout à l'heure. Et bah, typiquement, il va y avoir des victoires et des progressions qui vont se faire de manière ça veut dire qu'on s'est fixé comme objectif que pour le 2e trimestre, dans les matières mathématiques, physique, chimie, il fallait qu'il ait 13 de moyenne, sachant qu'il partait à 11. Hop, et ben s'il y arrive, on va pouvoir célébrer les victoires et les progressions. On n'est pas encore à l'atteinte de l'objectif complète, mais on célèbre ça, et ça décuple la motivation. C'est quelque chose qui est en nous, elle vient se renforcer, et ça donne encore plus d'occasion de pouvoir passer le pas et une marche supérieure. On a commencé comme ça quand on était bébé. À l'âge d'1 an, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je ne me suis pas levé à l'âge d'1 an en disant tiens, mais je vois mes parents et tout ça, mon oncle, ma tante là qui marche, je vais me mettre à marcher. J'ai compris comment c'est marcher. Ok, il faut se mettre sur ses 2 pattes, on y va. Et ça ne va pas suffire. Moi, il m'a fallu un peu de temps. Je me suis cassé la figure plein de fois. J'ai essayé à peu près 2000 fois d'essayer. Je suis tombé, j'ai pleuré plein de fois, je me suis cassé la figure. Et à chaque fois que je tombais, mes parents ne me disaient pas dis donc, t'es nul, ça va pas, enfin tu sais pas marcher, c'est quoi cette histoire? Non seulement ils ne le faisaient pas, mais à chaque fois que je tombais, ils m'encourageaient à recommencer. Et à progresser en disant mais oui, là regarde, c'est juste ton équilibre, fais comme ci, fais comme ça, tiens-toi par-ci, tiens-toi par-là. Ils me donnaient des petites victoires, des progressions. J'ai fait un pas, puis 2 pas, et un maintenant, et aujourd'hui, je sais marcher. Et donc, mais c'est important, on l'oublie souvent. Pourquoi on le fait naturellement avec des enfants ou avec des bébés, et pourquoi on l'oublie quand notre enfant est adolescent, ou même quand nous, on est adulte? On a absolument besoin de ça, que ce soit à n'importe quel âge. Cette dopamine, on en a absolument besoin. C'est de l'énergie facile à obtenir grâce à ces effets-là. Donc, toutes les occasions de progression ou de petites victoires qui ont été faites, il faut absolument les célébrer. Je vous assure que c'est imparable. Ça fonctionne vraiment très très bien. La preuve en est, ça fonctionne avec nous tous. Donc, il n'y a pas de raison. Avec l'ado, je vous rappelle, il n'est qu'émotion. Donc, toutes les célébrations de victoire et toutes les progressions qu'il a faites vont vraiment le renforcer dans son estime de soi. Oh, quelle transition, incroyable. Voilà, et là, on va parler effectivement d'estime de soi. On n'y a pas encore abordé, mais c'était important de pouvoir se donner toutes les informations, à mon sens, en tout cas quelques éléments
pour pouvoir bien placer ce qu'était une motivation et un peu la différence entre une motivation d'adolescent et une motivation d'adulte. Alors l'estime de soi là-dedans, ça aussi c'est important. On parlait d'estime de soi, qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant, c'est important de se sentir l'estime de soi. Alors je vais déjà vous poser une question parce qu'on parle souvent, on lit souvent l'estime de soi et la confiance en soi. Alors j'aimerais savoir, pour vous, je crois que je l'ai préparé quelque part, quelle est la différence, selon vous, entre l'estime de soi et la confiance en soi? Comme ça on va déjà voir bien les choses, à votre avis. Compétences. L'estime de soi, c'est dignité, c'est ça? Oui, dignité, d'accord. D'autres idées? La capacité à réussir. Dans quelle? Dans la confiance en soi. Capacité à réussir. Oui? Dans la confiance en soi, il y a la connaissance de soi. Connaissance de soi. D'accord. Le regard de l'autre, peut-être dans l'estime de soi. Estime de soi, il y a le regard de l'autre. regard de l'autre. Il y a une différence dans le côté moral. L'estime de soi, elle peut être sur des critères moraux. La confiance en soi, plus sur des capacités à faire des choses nouvelles. Capacité à faire. À entreprendre. D'accord. Je mettrais l'estime de soi, c'est s'aimer d'abord. S'aimer. Il y avait un indice. Hein. Autre chose? Peut-être aussi dans l'estime de soi, penser du bien de soi. Penser du bien de soi. Moi, je dirais identifier ses propres talents, et si on ne les connaît pas, les faire identifier par les autres. Dans l'estime, c'est de mêler aux deux. La confiance. Dans la confiance. L'estime de soi, c'est les talents. Pardon. Et quand on ne les connaît pas, on le demande aux autres. L'estime de soi, on est plus dans le sentiment et la confiance en soi dans le cognitif, non? Sentiment et cognitif. J'ai une caractéristique, c'est que j'aime bien simplifier les choses. Ça va se différencier avec deux verbes. Ici, il y a un verbe qui va se différencier de celui qui est là. Ce que je pense, Ce que je suis, ce que je fais. Merci. La grande différence, si je veux synthétiser, si vous deviez retenir une chose de selon moi en tout cas, de la différence entre l'estime et la confiance, ici c'est ce que je suis, et là c'est ce que je fais. D'accord ? Donc on retrouve des choses ici. Penser du bien de soi, effectivement, c'est pour avoir une bonne estime de soi. Et ça c'est vrai. S'aimer, typiquement, fait partie de l'estime de soi. On est vraiment dans ce que je suis. La grande différence, c'est que dans l'estime de soi, c'est comme la santé. Il n'y a pas de trop bonne estime de soi, il y a pas de, on est en très bonne estime de soi. Je veux dire, il n'y a pas de plafond. On peut avoir une très très bonne estime de soi, et surtout, une des grandes forces de l'estime de soi, c'est que ça n'empêche personne d'autre d'avoir aussi une bonne estime de soi. Donc, elle nous est propre. Un des grands travers de l'estime de soi, c'est quand on commence à se comparer. À la maison, je dis comparaison, et les enfants répondent c'est poison. Comparaison, c'est poison. Ça ne veut pas dire de ne pas empêcher l'esprit de compétition ni rien. Je ne parle pas de cette partie-là. Mais je parle de dire que
On a nos talents, effectivement, c'est important qu'on s'aime. Il y a le côté du regard de l'autre qui compte, de sa propre dignité. En tout cas, il y a quelque chose, l'estime de soi, c'est vraiment ce que je suis, et ça ne regarde personne d'autre. Le problème, c'est que si on se compare, vous avez deux travers. Soit on va tomber dans l'orgueil, soit on va tomber le plus souvent dans la dévalorisation de soi-même parce qu'on se compare aux autres. Donc l'estime de soi, c'est vraiment ce que je suis. Alors que la confiance en soi, c'est effectivement, on parlait de cognitif tout à l'heure, on parle de cette capacité à faire. On est vraiment là-dedans, c'est je fais quelque chose. D'accord. Hier soir aussi, j'ai voulu faire un gâteau pour mes enfants, et puis j'avais pas mes lunettes de vieux, et donc j'ai mis dans mon gâteau du sel au lieu de mettre du sucre. Bon, le repas s'est bien passé jusqu'au moment du dessert où le gâteau était trop salé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, heureusement j'ai une famille bienveillance qui m'a dit, bon écoute, voilà, papa, le gâteau il n'était pas très très bon, mais est-ce qu'ils m'ont dit t'es nul? Ou est-ce qu'ils m'ont dit, bah recommence la prochaine fois, tu mets tes lunettes, ou puis on mettra en plus gros sucre et sel, et la prochaine fois ton gâteau il va être très bon. Et ben voilà, c'est la différence. Se tromper, c'est quand on dit, bah, j'ai fait quelque chose, j'ai raté quelque chose, et je suis nul. Et malheureusement, c'est un travers dans lequel on tombe nous-mêmes. Hein. On est parfois notre propre ennemi. Parfois, on se trompe entre ce que je fais et ce que je suis. Et c'est là où je disais que la notion d'échec était quelque chose qui était nécessaire pour notre succès. Attention à ne pas tomber dans une mauvaise estime de soi, parce que si je rate quelque chose, c'est pour mieux le réussir après. J'ai un petit schéma que j'aime bien faire, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais j'aime bien écrire échec, comme ça. Et puis l'imaginer en disant, bah, en fait c'est un escalier qui mène fatalement ici au succès. Ou en tout cas à une leçon, voilà, à une leçon que l'on aura tirée. Et on peut y arriver à partir du moment où on garde toujours notre bonne estime de soi. Donc ça, on revient sur l'idée de bien se connaître, dont on parlait tout à l'heure. Ici, si vous êtes en mauvaise estime de vous, on en parlait tout à l'heure, je reviendrai sur la question qui est au départ, une mauvaise estime de soi, une basse en tout cas estime de soi, fait qu'on va peu agir. La confiance en soi, elle arrive ici. Ici, c'est une confiance qui évidemment est affaiblie parce que l'un ne va pas sans l'autre. Généralement, si on a une mauvaise estime de soi, on ne va pas oser faire des actions. Donc on a des actions qui sont plutôt rares. Et il y a deux solutions. Soit l'action, vous la réussissez, soit vous la loupez. Si vous la réussissez, si vous avez une mauvaise estime de vous, en tout cas une basse estime de vous, vous doutez quand même. Moi j'ai réussi, mais parce que j'ai peut-être eu de la chance en fait. Donc, au mieux, l'estime reste inchangée, mais comme elle était basse, on repart sur une basse estime de soi. Si vous avez échoué, c'est encore pire, parce que là, dans ce cas-là, vous partez sur de la dévalorisation, vous continuez à vous dévaloriser, et encore une fois, vous êtes votre meilleur ennemi, il n'y a pas besoin de se comparer forcément. Et donc, l'estime est diminuée, et comme elle était déjà basse, on est sur un cercle plutôt vicieux. C'est le cercle vicieux de la basse estime de soi. Alors que, attention au début du trucage, hop, j'ai préparé. Alors que si vous avez une haute estime de vous, en tout cas une bonne estime de vous, si elle est ajustée, hein, encore une fois, on peut avoir une très haute estime de soi, ça ne gêne personne, à partir du moment où elle ne fait partie que de vous. Il n'y a pas de fausse modestie dans l'estime de soi. Hein, donc si vous avez une très bonne ou une haute estime de vous, les actions sont plus fréquentes, vous allez plus facilement oser faire les choses. De deux choses l'une, pareil, et là on retrouve toujours cette idée de confiance qui se retrouve ici, soit vous réussissez, soit vous échouez. Si vous réussissez, eh ben, on retrouve l'aspect des félicitations dont on parlait tout à l'heure. On va célébrer ça avec les victoires, et donc on est renforcé dans notre estime, qui est encore plus augmentée, et on repart sur ce cercle vertueux. Alors que si on échoue, on va relativiser, parce qu'on n'a pas remis en cause notre estime de soi. Ok, bah en fait, j'ai juste monté une marche de plus dans l'échec et dans le fait de pouvoir réussir. Je me rapproche de la réussite, donc on relativise. L'estime de soi, donc, elle est maintenue, et on repart pour faire de nouvelles actions, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène que ce soit pour nous ou que ce soit pour l'adolescent, on est ici et on veut aller là. En mathématiques, on nous a appris que la ligne droite, c'était le moyen le plus direct pour pouvoir y accéder.
Très bien. Souvent on dit d'ailleurs, Fondette par rapport à Tours, à vol d'oiseau, c'est à 3 km. Ouais, sauf que moi je ne suis pas un oiseau, donc je me fiche que ça fasse 3 km. De toute façon, il faudra que j'en fasse 5, parce que j'ai tout un tas d'obstacles que je vais devoir contourner pour pouvoir aller au Halles. Voilà, des obstacles plus ou moins grands. Carrefour, ça peut être des situations différentes. Et donc, sur cette ligne droite, il va y avoir des obstacles naturels qui vont se présenter. Donc, si on a une mauvaise motivation ou une mauvaise estime de soi, on reste là. Et on va se trouver des excuses pour ne pas bouger, parce qu'on n'osera pas, les actions vont être rares, donc c'est le meilleur moyen de ne pas avancer. On va se trouver des excuses pour ne pas avancer. Alors que, si on garde ici, c'est un petit œil, une bonne motivation et je dirais une bonne vision de l'endroit où on veut aller. Dans ces cas-là, on va avancer d'une manière ou d'une autre, parce que notre estime de nous dit, bon, raison, il faut bien que j'essaye quelque chose, donc on va tenter une action, on va avancer. Et on a plein de possibilités. On peut aller par là, on peut aller par là, on peut aller par là, il n'y a rien qui l'empêche. En tout cas, on essaye quelque chose. Idéalement, on commence, parce que quand même, on a envie de faire les choses au plus simple, on y va, on commence par ce chemin-là, et on va se retrouver face à un obstacle, et donc on va chercher à le contourner. Et donc ici, on va bouger là, et puis on va vouloir revenir pour se rapprocher de cette ligne droite, mais on se rend compte qu'il y a un autre obstacle. On va l'anticiper, et on va passer ici. Et puis après, on va aller là. Ah, là, on a un autre obstacle, on recule un tout petit peu, et on va le passer. Et puis ensuite, on va aller par là, et par là, et par là, et par là. Et on va atteindre notre objectif. Ici, ce sont tous nos points d'inflexion, qui sont éventuellement nos échecs, nos anticipations, nos erreurs, tout ce qui va nous permettre, de toute façon, de continuer d'avancer. Et si on a une bonne estime de soi, avec une motivation qu'on ne perd pas de vue, c'est le moyen de transformer les obstacles en étapes. Ce seront uniquement des étapes à passer. Et là, on change la manière de faire et de fonctionner. Les 3 clés pour justement renforcer son estime, en tout cas pour avoir une bonne estime de soi. Je l'ai dit tout à l'heure, ne pas se comparer. C'est vraiment le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et si vous voulez vous aider vous-même et aider évidemment votre adolescent, c'est de ne pas se comparer. Donc, avoir une bonne estime de soi, c'est aussi avoir une bonne connaissance de soi. Encore une fois, vous pouvez tout à fait faire tout un tas de choses, et si vous avez une bonne estime de vous, vous allez pouvoir progresser. La manière de bien fonctionner, par rapport au schéma que je vous disais ici, c'est que quand on apprend à se connaître, d'une manière ou d'une autre, par toutes les expériences que l'on a, après avoir appris, on va mieux comprendre nos comportements. Et grâce à ça, on va mieux s'aimer, toujours en étant solide finalement, sur des acquis, sur des valeurs que l'on a, qui sont nos propres valeurs. Je sais bien, moi j'ai certaines valeurs, mes enfants ont des valeurs aussi, certaines rejoignent les miennes, et puis d'autres, ce sont leurs valeurs à elles. Leurs valeurs à mes enfants, ils ont chacun leurs valeurs, et donc c'est très bien. Donc les personnes ça va leur permettre de bien s'aimer, et ensuite ils vont pouvoir oser décider, prendre des risques. On disait, j'essaye quelque chose, voilà, je vais tenter un truc, et grâce à ça, on va avancer. À propos de cette clé là sur l'estime de soi, de ne pas se comparer, vous connaissez peut-être, c'est l'histoire d'un professeur qui arrive dans son amphi et qui présente, donc c'est un professeur américain, donc il présente des dollars, voilà, c'est des euros, il présente un billet de 20 euros, un vrai billet de 20 euros à tout le monde, en disant, voilà, qui veut ce billet de 20 euros? Voilà, il est vrai, je suis prêt à le donner à qui veut, il suffit de lever la main. Voilà, il y en a une qui lève la main, voilà, il y en a une autre. Voilà. Donc, les étudiants se mettent à lever la main, en disant, oui, moi je veux bien ce billet de 20 dollars en l'occurrence, mais là c'est 20 euros. Ok, très bien. Qui veut ce billet de 20 euros? Voilà, tout le monde lève la main, évidemment. Ok, pas de problème. Qui veut ce billet qui ressemble à un billet de 20 euros? Ok, a priori tout le monde. Un petit verre d'eau, rien n'est fait au hasard. Je suis fou. Voilà. Qui veut ce billet de 20 euros mouillé? Vous levez encore la main? Pourquoi vous voulez un bout de papier que j'ai écorché, que j'ai gribouillé, que j'ai voulu noyer? Et pourquoi? Je l'ai entendu tout à l'heure, parce qu'en fait, si je le déplie, si je le mets sur un beau radiateur, il a toujours la même valeur. C'est pour ça que vous le voulez encore.
Eh bien, nous sommes tous exactement comme ce billet. C'était la leçon qu'il voulait donner. Nous sommes tous comme ce billet. Nous avons tous, et chacun, nous avons de la valeur. Et dans la vie, effectivement, les gens vont vouloir nous écrabouiller, nous marcher dessus, nous noyer éventuellement, ou en tout cas vouloir faire du mal ou nous dévaloriser. Mais évidemment, c'est faux, puisque vous avez tous, et ce billet a gardé cette même valeur. Et donc, ne laissez jamais personne dire que vous n'avez pas de valeur, puisque c'est faux. Et ne laissez même pas vous-même vous le dire, parce que vous êtes parfois votre propre ennemi. Vous avez de la valeur, et vous avez de la valeur aux yeux de beaucoup de personnes, notamment les personnes bienveillantes autour de vous, et surtout auprès de votre propre, de vous-même. Donc, ne perdez jamais cette idée de vue. Voilà, j'ai plus qu'à faire sécher le billet, et il sera toujours, le commerçant sera toujours bon. Donc, c'était pour illustrer ce côté de l'estime de soi, et du fait qu'on a de la valeur, et que, évidemment, notre environnement, les environnements, on en parlait tout à l'heure, même l'environnement général, c'est pas forcément des personnes. La plupart du temps, les personnes ne sont pas malveillantes. C'est quelque chose qui, généralement, est issu d'une souffrance ou de blessures et autres, puisque le cerveau déteste le côté négatif, je vous en parlais tout à l'heure, ou la malveillance. Et donc, souvent par maladresse, on peut faire du mal et du tort à l'autre. Hein. Les parents le font auprès des ados, les ados le font auprès des parents, c'est des choses qui arrivent, mais ça n'empêche que voilà, il faut toujours avoir conscience de la valeur que l'on a, et surtout ne laisser jamais personne dire que vous n'avez pas de valeur. Voilà, pour l'estime de soi, et le côté de ne pas se comparer aux autres, puisque ce billet de 20 € n'empêche pas le billet de 50 € que j'ai dans la poche d'avoir sa valeur aussi à lui. Voilà, donc l'idée, Astérix et Obélix sont des très très bons copains, parce que justement, ils ne font pas ce travers-là justement dans leurs aventures, de se comparer l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'ils sont très bons copains. Là, c'est l'exemple justement qui ne pense pas. Évidemment, une des clés, c'est d'avoir les pensées positives. J'en reviens un petit peu, c'est ce qu'on a dit. C'est très important d'avoir une pensée positive. Alors bien sûr, on ne l'a pas forcément nous-mêmes, on n'est pas forcément en état de l'avoir nous-mêmes. Donc il faut pouvoir s'entourer de personnes, et de personnes bienveillantes, pour avoir ces pensées positives qui nous reviennent. Plus on va se connaître, là on parlait plutôt d'autonomie dans l'adolescence, plus on va se connaître, plus on va être solide et fort sur ses acquis. Et si par exemple vous avez plusieurs études, plusieurs questionnaires, plusieurs tests qui reviennent, que vous avez remplis, et qui montrent que vous êtes quelqu'un d'ingénieux, et de vraiment ingénieux, et puis que vous faites de façon des Lego, que vous faites des jeux de construction, que vous êtes assez doué dans l'ingéniosité, vous êtes assez doué de vos mains, et bien la personne, si vous êtes vraiment sûr de ça, et que vous êtes dans cette bonne connaissance de ça, tous les éléments négatifs autour de vous qui viendront vous dire le contraire, un professeur par exemple, ou une personne qui dit « mais non, vous n'êtes pas ingénieux du tout, c'est n'importe quoi », ne vont pas vous atteindre, parce que vous êtes sûr de vos acquis. Quelqu'un qui voudrait me dire, moi, qui aime bien simplifier les choses, et je pense que c'est une vraie valeur que j'ai, d'arriver à simplifier, vulgariser les choses pour permettre à toutes les personnes que j'accompagne de pouvoir comprendre ce que je dis, pas de dire des mots compliqués. Quelqu'un qui me dirait, mais non, toi, t'es trop compliqué, ça marche pas, ça marchera jamais avec toi. Ben, je sais très bien que ça vient de la personne elle-même, qui a peut-être son problème, c'est son histoire, mais ça ne m'atteint pas. Parce que j'ai ce bouclier de pensée positive, de bonne connaissance de moi, qui fait que j'ai aucune raison de baisser mon estime. Et il suffit en plus que je me tourne vers 2-3 amis, vers ma femme, vers mes enfants, ils me diront, mais on ne peut pas, c'est n'importe quoi. Mon chéri, bien sûr, tu es ingénieux, on le sait bien, ça fait longtemps, on le sait. Voilà. Et on va s'entourer de ces pensées positives. Là aussi, les parents ont un rôle à jouer vis-à-vis de l'estime de l'adolescent, pour renforcer cette estime d'eux, et pouvoir les renforcer dans le fait de se protéger vis-à-vis des éléments extérieurs, notamment voilà, de tous ceux qui peuvent les entourer. On parlait des professeurs tout à l'heure, mais généralement les ados entre eux, ils sont assez intraitables. Hein. Donc parfois on peut retrouver souvent des ados blessés qui vont vouloir blesser les autres, parce qu'encore une fois, ils ne sont qu'émotions, ils ne raisonnent pas forcément, ils n'ont pas toutes ces connaissances-là. Et donc ça, c'est quelque chose, alors c'est une des choses les plus difficiles à faire parmi les différentes clés ou les différentes pratiques à avoir. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir. Mais c'est indispensable pour avoir une bonne relation parent-enfant, et notamment parent-ado, où il y a beaucoup de choses, je vous rappelle, hein, c'est que émotion. Et donc émotionnellement, l'adolescent va pouvoir dire des tas de choses qu'il ne pense pas forcément, mais émotionnellement, ça va arriver d'un seul coup, et après il faut pouvoir réparer les choses.
Et grâce à ça, eh ben, on va pouvoir avoir une bonne cohésion, d'une manière générale, dans la famille, une bonne compréhension, une bonne écoute, et on va pouvoir permettre à nos adolescents de pouvoir grandir vers le monde adulte, puisque eux-mêmes vont ensuite pouvoir devenir des propres parents. Alors, comment on peut la développer? On parlait de ça tout à l'heure, avoir une bonne estime de soi, c'est bien, mais comment on peut la développer? Et je terminerai sur ces 3 pistes que je vous propose. D'abord, on en parlait encore tout à l'heure, c'est toujours apprendre à mieux se connaître. On se connaît mieux par rapport aux activités que l'on fait, mais il y a aussi, encore une fois, des accompagnements, des tests, des questionnaires qui nous permettent de mieux nous connaître. Il y a notre entourage qui nous permet aussi, encore une fois, je vous le disais, bienveillant, qui nous permettent d'être sûrs, d'avoir certains acquis et de pouvoir nous dire vraiment la valeur que l'on a. Donc, mieux se connaître est une bonne manière de pouvoir se reposer sur du roc, sur du solide, et pas sur du sable mouvant. C'est le meilleur moyen de pouvoir développer l'estime que l'on a en nous. Quelque chose qui est hyper important pour l'adolescent, c'est valable aussi pour nous adultes, mais pour l'adolescent, c'est indispensable. C'est quelque chose qu'il a absolument besoin de développer, qui lui fait du bien et qui va renforcer énormément son estime de lui. Hein, on dit, hein, on le sait en plus nous tous, on sait bien que donner, c'est indispensable, et souvent en donnant, on reçoit souvent beaucoup plus. Donc voilà, donc pouvoir leur permettre d'être dans une association pour aider alors il y a plein d'associations en plus qui peuvent être soit pour aider des enfants, aider des bébés, aider des personnes au contraire en maison de retraite. Ça peut être aussi faire des choses, hein, être chez Emmaüs, faire des maraudes. Tout ça, c'est des choses qui sont une vraie belle chose pour renforcer l'estime de soi. On parlait tout à l'heure de se comparer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de se comparer par rapport aux autres et tout ça. Et en fait, là, l'idée, c'est pas de se comparer, c'est de pouvoir donner gratuitement de soi. Et ça fait énormément de bien. On reçoit énormément, et ça renforce, ça développe énormément notre estime de soi. Et nous-mêmes, hein, on le sait bien en tant qu'adultes, on le fait aussi, et ça nous fait du bien. Donner bénévolement de son temps, c'est quand même quelque chose qui est souvent gratifiant. J'ai rarement entendu une personne dire « Voilà, moi j'ai été dans telle association, je suis allé à Phnom Penh, j'ai aidé pour la décharge des enfants qui étaient en difficulté, ou même tout simplement j'ai aidé un voisin. J'ai aidé un voisin, la dame elle est âgée, je suis allé lui faire ses courses et tout ça. » Rarement j'ai entendu dire « En fait, ça m'a vraiment pas fait du bien, j'ai détesté ça, et c'était horrible, et en plus j'ai même pas eu de retour. » C'est vraiment, vraiment rare. Et la dernière chose, c'est une arme qui est l'arme, à mon avis, la plus puissante que l'on ait au monde, qui est le pardon. Pardonner, savoir demander pardon, ça c'est une forme d'humilité, mais aussi pardonner est quelque chose qui est, à mon avis, hyper important dans l'estime de soi. Alors, pour 2 choses. D'abord parce que pardonner nous fait du bien, c'est aussi quelque chose qui nous libère. Moi, là-dessus, je suis absolument convaincu de ça. Et on peut très bien, moi j'ai fait plusieurs pardons, pas forcément vis-à-vis aux personnes en face de moi qui m'ont fait du mal, mais je leur ai pardonné, je dirais, par procuration, et ça m'a permis de me libérer de quelque chose. Et donc ça c'est énorme, parce que sinon, vous vous enfermez, c'est l'effet, alors tout le monde ne connaît pas l'effet qui se coule, parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément de ma génération, mais l'effet qui se coule, c'est le deuxième effet. Le premier effet de pardonner, c'est d'abord, évidemment, que ça fait énormément de bien, et c'est une blessure qui va cicatriser. Le deuxième effet qui se coule, c'est que, en étant libéré, ça nous permet de redevenir nous-mêmes. Voilà. Et on sait très bien que si on est blessé, bah nous-mêmes, on n'est pas en bonne position pour pouvoir soit pardonner à d'autres personnes ou demander pardon, ou tout simplement être en bonne estime de nous, être nous-mêmes. Et on va garder, j'utilise souvent l'image du ballon de rugby, vous savez, où il faut aller voilà, de l'autre côté, avec une équipe adverse qui veut absolument vous le prendre. Ben, si ce ballon de rugby, on imagine que c'est le mal qu'on vous a fait, en le gardant avec vous, vous en gardez rancœur, rancune, il y a plein de personnes qui vont venir contre vous et vous allez essayer de vous échapper. Et le meilleur moyen, c'est de pouvoir le passer à d'autres personnes qui sont mieux placées pour pouvoir vous en débarrasser. Donc après, pour certains, ça peut être dans la réconciliation, dans le pardon direct, ça peut être vis-à-vis d'un pardon, comme je vous le disais, pas forcément vis-à-vis de la personne, mais en tout cas, cet élément-là, il est essentiel. Et je vous assure, c'est une arme puissante. Je ne sais pas si vous avez vu le film Invictus, pour certains. Voilà. Nelson Mandela, c'est grâce au pardon
qu'il a changé non seulement son garde du corps, Jason, je ne sais pas si vous vous souvenez, puisque c'est grâce à ça qu'il lui dit juste d'essayer, puisque le garde du corps qui était évidemment contre les Blancs, du fait qu'il pensait qu'il allait pouvoir se venger de tout le mal que les Blancs avaient pu faire à lui, à sa famille et à Nelson Mandela. En fait, il a réussi à le convaincre d'essayer, et grâce au pardon, il a changé une mentalité, un pays, alors que s'il avait souhaité plutôt se venger par rapport à tout ce qu'il avait vécu, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc le pardon est vraiment une arme incroyable qui nous fait du bien et qui fait du bien aux autres. Et j'ai l'habitude de dire que quand les blessures sont guéries par l'amour, et ben ça donne des cicatrices magnifiques. Ça reste des cicatrices, on les voit toujours. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, hein. Pardonner, c'est pas oublier, mais ça veut juste dire de pouvoir se libérer de quelque chose, et pourquoi pas aussi libérer l'autre personne en face, si elle a fait une demande sincère. Et sinon, à la rigueur, c'est son problème.